Allez. Voilà, Arnaud, il est maître de conférence chez nous à Clermont. Il est coordinateur scientifique du Centre d'excellence Jean Monnet sur le développement durable, vice-président du réseau de l'AUF. Ses recherches, elles portent sur la modélisation économique, l'histoire des idées, des faits économiques, des innovations agricoles et l'éducation au développement durable. Il est également engagé dans les activités du post-growth, donc Post-Croissance Institute, responsable de l'Observatoire des représentations de développement durable et du diplôme universitaire d'éducation au développement durable. Il dirige la revue francophone du développement durable et puis il enseigne chez nous dans notre option de master à Polytech MBD2 sur le développement durable. Voilà. Arnaud, à toi la parole. Je pense que tu peux partager un diaporama. Voilà. Je ne sais pas si tout le monde le Super. voit. Je vais juste On le l'agrandir. voit bien. OK. Merci Sofiane pour cette présentation. Et effectivement, ce que je peux juste ajouter, c'est qu'on a maintenant une chaire d'économie circulaire, une chaire européenne depuis maintenant décembre 2021. Tout à fait. Qui, avec ma collègue Cécile Baptiste, qui est en sciences économiques, joue un rôle important puisqu'on a beaucoup investi depuis quelques années sur cette question d'économie circulaire. À travers nos formations, à travers nos projets de recherche. Et le BTP est devenu en quelque temps, on va dire, un enjeu important. Donc, c'est pour ça qu'il y a effectivement cette présentation. Merci. Ce que je vais vous proposer, c'est peut-être je pense que vous avez tous, un jour ou l'autre, parlé d'économie circulaire, intégré ces notions, mais j'aimerais insister sur plusieurs points lorsqu'on tente de l'appliquer au BTP et peut-être vous montrer un petit peu le projet qu'on a, nous, aujourd'hui, puisqu'on a l'idée de travailler sur une toile numérique du déchet. Et c'est vrai que ça pose beaucoup de questions sur notamment les acteurs sur un territoire, sur les flux à comptabiliser, sur l'intégration des ACV, donc des cycles de vie. Donc, il y a toute une panoplie d'outils qui gravitent autour de l'économie circulaire. Et ce que je proposerais, ça serait juste de balayer un petit peu ce champ et de voir finalement quel type de réflexion aujourd'hui ça nous amène et en termes de réglementation, parce qu'il ne faut pas l'oublier, c'est une très forte pression aujourd'hui sur les entreprises, c'est de pouvoir effectivement aller faire une réduction des déchets en général. Alors, je pense que vous avez tous déjà vu cette présentation qui vient de l'ADEME, qui nous définit effectivement l'économie circulaire. L'idée, ce n'est pas forcément regarder les grands domaines, autrement dit, où sont les acteurs, où sont les consommateurs et où sont les déchets, mais de voir finalement les grands piliers de cette économie circulaire et de rappeler qu'on est quand même dans un système économique. Quoi que l'on dise et quoi que l'on fasse, la première question, c'est l'extraction des matières premières, d'où elles viennent, logistiquement, comment elles circulent, quels sont leurs flux. Est-ce qu'on est capable de jouer sur les produits, sur les procédés, jusqu'à effectivement réfléchir sur la question du recyclage? Ce qui veut dire que le déchet est une fin en soi, mais pas uniquement. Donc, il y a bien l'idée de réduire le déchet, mais aussi de réduire certains types de comportements que nous avons dans l'extraction, jusqu'à, pourquoi pas, la définition du droit de propriété, est-ce qu'il faut être propriétaire des biens ou les louer. Donc, on voit qu'il y a plein d'idées aujourd'hui nouvelles qui s'intègrent à ce système économique et qui tentent effectivement de poser les bonnes questions. Première question, c'est est-ce que nos systèmes sont efficaces? En termes d'efficacité, on pourrait définir l'efficacité sur un bâtiment. Effectivement, est-ce qu'on consomme beaucoup d'énergie? Est-ce que lorsqu'on démolit un bâtiment, il y a beaucoup de déchets, recyclables, non recyclables? Et on voit qu'aujourd'hui, bien sûr, le grand débat, c'est sur l'impact, on va dire, environnemental, notamment avec ces questions climatiques. J'y reviendrai parce que finalement, ça pose pas mal de questions sur aujourd'hui la capacité des entreprises à pouvoir basculer du déchet vers l'économie circulaire. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec des entreprises qui étaient sur le développement durable et qui ont fait cette transition, et on s'aperçoit que maintenant, on doit aller vers l'économie circulaire, ce qui est un petit peu différent, parce qu'en termes de réorganisation de la structure, gérer des déchets, ce n'est pas faire de l'économie circulaire. Donc ça, c'est important à bien concevoir. Je vous ai mis à côté, bien sûr, la retranscription dans certaines firmes, notamment à Eiffage, sur cette question de l'éco-conception et comment on devient éco-responsable à travers cette vision d'un nouveau système économique. Et on voit bien sûr où sont finalement les notions fortes. Je parlais d'extraction, c'est vrai que la réflexion sur d'où viennent les matières premières, est-ce qu'on peut les remplacer, les substituer, c'est un élément important. Mais la logistique devient aussi désormais une fonction extrêmement importante. Je rappelle que c'est la principale fonction économique de la mondialisation et que finalement, si on parle de relocalisation ou si on réfléchit sur aujourd'hui les flux de marchandises et de services, c'est un débat relativement important. Alors,
C'est vrai que lorsqu'on regarde un petit peu la déclinaison de l'économie circulaire, on a aussi ce deuxième schéma qui vient de la Fondation Ellen MacArthur, qu'on retrouve maintenant dans une grande partie des secteurs industriels. Vous voyez bien qu'il y a une double vision, la vision, on va dire, renouvelable et non renouvelable. Mais ce qu'on note de plus en plus, c'est que dans la notion de durabilité, on est en train de basculer vers l'énergie fossile, on va dire l'énergie liquide, gaz, etc., vers une énergie matériau. On voit que les métaux rares jouent un rôle très important, on voit que tous les matériaux qui vont rentrer, notamment biosourcés, vont jouer un rôle important. Et ça, c'est intéressant parce que ça montre qu'on est passé d'un système énergétique avec du fossile derrière à un système de matériaux et de matières. Les métaux vont jouer un rôle important. Et ça, effectivement, ça bouleverse un petit peu la chaîne un peu géopolitique, ça bouleverse aussi les pratiques qu'on a aujourd'hui, notamment sur le déchet. Et pourquoi pas aussi, alors j'y reviendrai plus tard, ce qu'on appelle le bouclage des cycles. On a très souvent considéré qu'une filière ou un secteur devait boucler les boucles. Ça veut dire qu'on devait pratiquement éviter le déchet. Et on voit qu'aujourd'hui, il y a une réflexion sur l'ouverture des boucles. Comment les secteurs peuvent travailler ensemble pour réduire au maximum, je dirais améliorer l'efficacité, mais réduire effectivement cette vision du déchet. Alors, je prendrai juste un exemple, mais pour bien montrer que ces 7 piliers que j'évoquais posent beaucoup de questions et bien sûr une réflexion importante. Et les matériaux biosourcés ne sont pas forcément une réponse, mais ils apportent leur lot de réponses à l'ensemble de la boucle. On voit bien que la question de l'éco-conception joue un rôle important, notamment sur les cycles de vie. Moi, je suis extrêmement content aujourd'hui que pratiquement toutes les formations intègrent des ACV pour comprendre comment on les construit, comment on les finalise, quelles sont les difficultés pour travailler sur un cycle de vie complet, parce que ce n'est pas facile. De voir aussi le mode d'organisation industrielle, parce qu'on n'oublie pas qu'il faut optimiser des flux de matière, mais que derrière les flux de matière, il y a des stocks. Ça veut dire qu'il faut produire quelque chose qui se stocke, qu'on va utiliser. Donc, il y a des flux entrants, des flux sortants. Et donc, on peut chercher justement à réfléchir sur l'éco-conception, le mode d'organisation, le mode d'utilisation de l'usage du bien. Autrement dit, si je prends du chanvre, le chanvre, il peut servir à autre chose que le BTP. Donc, comment j'intègre ces différentes notions? Et effectivement, aller dans les grandes fonctions de l'économie circulaire qui parlent de réemploi, de réparation, de réutilisation et de recyclage. On voit bien que c'est un processus en boucle. Alors, j'insisterai beaucoup là-dessus, processus en boucle, mais les boucles sont également partie des piliers. Ça veut dire qu'il faut trouver un modèle avec des boucles ouvertes dans chaque pilier qu'on va concevoir. Ça veut dire que si je fais de la réparation ou du réemploi, il faut imaginer que le réemploi ne va pas être une boucle fermée, mais va permettre à des parties prenantes d'arriver progressivement dans ce modèle d'économie circulaire. Alors, on voit toutes les opportunités finalement de l'économie circulaire. C'est très innovant, ça fait réfléchir sur la manière de produire et de consommer. Je dirais même plus, ça fait réfléchir sur comment produire moins et comment consommer moins, parce qu'on oublie un petit peu, la valeur d'un bien ne réside pas forcément dans le produire plus et le consommer plus. Donc, on réfléchit sur le moins, comment faire avec moins. Ça, on verra que la contrainte climatique joue un rôle très important. Ça fait réfléchir aussi sur la rareté des ressources. Et vous savez qu'on rentre aujourd'hui dans une période avec des prix très tendus sur beaucoup de matériaux. Ce n'est pas uniquement des prix tendus, c'est aussi l'acheminement, la logistique qui prend beaucoup de temps. Donc finalement, comment j'intègre dans l'économie circulaire une contrainte de volatilité des prix extrêmement forte qui n'est pas due forcément à l'état du marché, elle est juste due à des craintes très fortes. Vous savez, dans toutes les craintes, qu'est-ce qu'on fait? On stocke. Et quand les gens ont les craintes de l'avenir, ils stockent tant qu'ils peuvent. Et les tensions sur les marchés, on les retrouve aujourd'hui sur un grand nombre de produits, notamment sur la chaîne, on va dire, des tankers logistiques, ceux qui acheminent finalement les marchandises. On a aussi des questions sur l'optimisation. Qu'est-ce qu'on doit vraiment optimiser dans la gestion du déchet? Est-ce qu'il faut se focaliser sur le recyclage? Il faut au contraire travailler sur l'éco-conception. Et on voit que tout le monde n'a pas la même stratégie à ce niveau. Alors, je crois que Sofiane l'a rappelé, mais on rentre dans une ère un petit peu d'économie d'énergie, donc de sobriété. En quoi la sobriété perturbe ou non l'économie circulaire? Ça, c'est vraiment important parce qu'on a toujours raisonné à partir d'une efficacité énergétique depuis très longtemps. Et là, intégrer la sobriété, c'est deux choses différentes. Et puis voir effectivement quels peuvent être les avantages de l'économie circulaire. Est-ce qu'on peut chiffrer? Est-ce qu'on peut mesurer? Tout ça en termes de climat, de biodiversité, de pollution de l'air. Vous voyez que là, il faut faire un tremplin, un saut général sur tous les indicateurs potentiels qui vont nous dire, là, effectivement, ça devient intéressant. Alors, il y a quand même trois notions qui me paraissent importantes dans l'économie circulaire.
La première, c'est ce qu'on a connu pendant très longtemps. Moi, je parle d'efficience, on pourrait parler d'efficacité. C'est ce que j'appelle tourner en rond. Ça veut dire que très souvent, des gens ont pensé la circularité comme un moyen de réfléchir, mais toujours de la même manière. Ça veut dire je produis, je consomme, je vends et j'ai des déchets. Le principal souci, c'était effectivement de recycler les déchets. La grande difficulté de ce mode de système, c'est qu'en fait, il n'y a pas d'innovation, il n'y a pas de changement radical dans la culture d'entreprise. On fait ce qu'on sait faire. Et donc, on peut être dans la circularité, mais on reste sur un raisonnement très, très linéaire. Là où ça devient intéressant, et c'est ce que je considère moi être aujourd'hui le basculement progressif dans le principe qu'on appelle de résilience, c'est que beaucoup d'entreprises ont cherché à stabiliser leur secteur, leur filière, leur marché. Et quand on fait ça, ça veut dire qu'on rentre dans une démarche un peu plus complexe. On va travailler ensemble, on va partager la logistique, on va partager l'innovation, on va partager les ressources. L'idée, c'est vraiment de résister par rapport à des contraintes sévères, et je dirais que ces contraintes, très souvent, viennent de la réglementation. Ça veut dire qu'on réinvente son modèle pour essayer de garder finalement son marché, de garder sa place au niveau, effectivement, de son activité économique. Alors là, c'est pareil, c'est intéressant, mais on voit bien que l'efficacité et la résilience ne sont pas forcément très compatibles. Toujours améliorer son efficacité et chercher à résister aux chocs extérieurs, ça devient très difficile. Et on voit qu'aujourd'hui, on rentre dans une troisième phase, qui pour moi est une phase complètement changeante, puisque là, on parle de proximité. Concrètement, ça veut dire qu'on est en train de redéfinir les filières au sens réellement de la relocalisation. Et quand on veut relocaliser, on parle de coopération. Quand on va sur un marché mondial, c'est simple, les marchés, c'est une offre et une demande, on cherche des prix les plus bas, on cherche des ressources. On va dire que les contrats sont assez simples en termes de fonctionnement. Quand on veut réintégrer la proximité, quand on veut réintégrer des acteurs partie prenante du territoire, par exemple, on parle de coopération. Et là, c'est la confiance qui doit s'installer, c'est les relations qu'on doit avoir dans des lieux particuliers. Et on voit que ce basculement de l'économie circulaire vers plus de proximité pose des problèmes. Est-ce qu'on peut tout relocaliser? On s'aperçoit que ça peut coûter très cher. Donc finalement, la relocalisation a ses limites. Mais en même temps, elle crée de nouvelles coopérations avec des secteurs qu'on n'aurait pas forcément imaginés. Alors, je vous ai mis juste quelques exemples, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, le secteur de l'eau est très lié au secteur de l'alimentation, les déchets à l'énergie, les déchets alimentaires aux engrais, les déchets alimentaires également aux eaux usées, les matériaux biosourcés au BTP. Ça signifie brutalement que, comme j'évoquais tout à l'heure, les boucles ne sont plus bouclées, mais il faut savoir réouvrir les boucles pour construire des chaînes de valeur. Et ça, c'est le grand enjeu des matériaux biosourcés, ce qui veut dire que si on parle du chanvre, j'y reviendrai tout à l'heure, le chanvre n'a pas forcément et uniquement des caractéristiques intéressantes pour le BTP. Il faut le produire, ce chanvre. Donc, il faut assurer une rémunération aux exploitants agricoles. Il faut assurer aussi un débouché sur le territoire qui soit local. Il faut que la réglementation suive cette évolution, ce qui veut dire qu'un secteur est forcément tributaire des autres et que les chaînes de valeur sont forcément interreliées. Et encore une fois, on parle plus de proximité que de coopération. Alors, maintenant, il y a une idée, bien sûr, dans tout ça, c'est quand on est sur ce passage, ce changement, il faut essayer de comprendre finalement quelles sont toutes les contraintes qui vont nous amener à réfléchir sur cette économie circulaire. Et puisqu'on parle de matériaux biosourcés, on voit bien toute la difficulté aujourd'hui de décliner une filière qui est en train de se développer, qui va devenir mature progressivement, dans un contexte où on doit réévaluer. Je pense que la réévaluation est extrêmement importante. Quand je parle de réévaluation, c'est de savoir est-ce qu'on peut anticiper les besoins en matériaux, au regard des contraintes de la réglementation. Est-ce qu'on peut intégrer l'économie circulaire dans les appels d'offres, les appels de marché, le code des marchés publics? Qu'est-ce que ça va signifier, tout simplement? Est-ce qu'on peut aussi mettre en lien ces matériaux biosourcés avec la sobriété énergétique? Parce que vous voyez que là, on va pencher d'un côté. On va pencher finalement sur la consommation énergétique de ces matériaux. Donc ça montre bien que c'est extrêmement complexe puisque cette réévaluation se fait au fil de l'eau et on n'a pas de modèle certains qui vont nous dire, tiens, voilà, ça c'est bon, il faut faire ça. Deuxième point, c'est la reconceptualisation. On voit qu'il y a tout un débat aujourd'hui sur la traçabilité du déchet et forcément, les matériaux biosourcés vont être impactés et c'est peut-être plus complexe qu'un matériau basique que l'on connaît bien au BTP. Et quand je parle de reconceptualisation, bien sûr, le travail sur les ACV joue un rôle important. Qu'est-ce qu'on va prendre en compte dans l'ACV, où on s'arrête?
qu'est-ce qui rend compatible finalement dans un processus de production, l'extraction jusqu'à l'utilisation. Et vous voyez que tout ce débat-là intègre bien sûr la relocalisation. On sait que de plus en plus, le déchet va être intégré dans les schémas régionaux de gestion et de prévention des déchets. Pour ceux qui ont appliqué l'économie circulaire, maintenant, il y a des schémas d'application territoriale de l'économie circulaire. Donc, ça veut dire que de plus en plus, les territoires vont s'emparer d'économie circulaire, ce qui est une bonne chose, mais qui en même temps va poser de nouvelles contraintes sur les attentes en termes de bâtiments. Également, une réorganisation, je l'avais dit, mais comment on rend compatible l'efficacité des matériaux avec la sobriété? Pour moi, c'est insoluble, parce que des fois, c'est très difficile d'avoir des matériaux sobres en énergie, sobres en consommation, et en même temps, qui accroissent l'efficacité au fil des temps. Alors, on verra que la symbiose peut devenir une solution quand on partage des savoir-faire, notamment sur un territoire. Encore faut-il rechercher ces coopérations, qui sont des fois très délicates à mettre en place. Et on peut remonter, bien sûr, jusqu'au recyclage. Là, vous le connaissez davantage que moi, c'est toutes les contraintes qu'on a aujourd'hui, puisqu'on sait qu'effectivement, dans le PTP, il y a l'acte de construction, il y a l'acte de démolition, et finalement, on doit intégrer effectivement toute la réglementation et les pressions, très souvent européennes d'ailleurs, qui doivent nous amener effectivement à faire ce changement. Alors, ce que j'appelle moi ces piliers, on voit aujourd'hui comment ils sont en train de morceler la question des matériaux, et je pense que les matériaux biosourcés répondent très bien à cette logique. C'est une grande difficulté parce qu'on est vraiment sur de l'interdisciplinarité. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les sciences de l'ingénieur côtoient l'environnement, côtoient le management des filières, et ça, c'est vraiment important à intégrer. Si on n'arrive pas à donner une valeur finalement à ces matériaux, on ne pourra pas construire des chaînes de valeur. On ne pourra pas aller plus loin dans l'ingénierie. Donc, il y a besoin de faire cette transversalité, d'aller beaucoup loin, très très loin dans la vision même de ce qu'est un marché de matériaux biosourcés. Il y a aussi des éléments fondamentaux sur la place des innovations, notamment sur ces matériaux, de voir le rôle des entreprises, notamment des firmes. Pourquoi on pousserait tel biomatériau par rapport à un autre? Je prends un chanvre. Il est clair que s'il n'y a pas de formation professionnelle sur l'usage du chanvre sur un territoire, donc s'il n'y a pas d'éducation formée ici, s'il n'y a pas d'entreprise qui porte ces projets, ça peut être un donneur d'ordre, on voit mal comment le chanvre pourrait effectivement se développer sur un territoire plus qu'un autre. Donc il y a besoin ici d'avoir une forme d'efficience collective, d'avoir une pensée systémique, de pouvoir faire du changement technologique à plusieurs niveaux. On voit que les outils sont pratiquement toujours les mêmes. Il y a un gros travail sur le métabolisme. Et je pense que ça, c'est important de comprendre finalement quels sont les flux qui circulent en tant que production, mais également en tant que logistique. De regarder aussi les stocks, puisqu'il n'y a pas de flux entrant-sortant sans des stocks qui s'accumulent. Et on sait que le chanvre, par exemple, est un marché particulier en France. Il y a une réglementation extrêmement stricte à ce niveau. Et puis, bien sûr, les modes d'évaluation, la place du cycle de vie. J'évoquais ces boucles ouvertes sur les chaînes de valeur. Les scénarios qu'on pourrait imaginer, ça veut dire que si je prends le chanvre encore une fois, ce n'est pas le chanvre aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on peut attendre du chanvre dans les 10 à 15 ans qui viennent et commencer à forger cette toile de valeur. Et puis nous, un outil qu'on va utiliser de plus en plus, c'est ce qu'on appelle la toile maker, la toile numérique, qui est une toile formée de données. On capte les données de toutes les parties prenantes sur un territoire de manière à viabiliser finalement un biomatériau. L'idée, ce n'est pas de dire, tiens, il apporte ses faits techniques, il répond bien sûr aux caractéristiques souhaitées, c'est de savoir finalement qu'est-ce qu'il y a derrière ces données et comment on crée de la valeur autour, effectivement, d'un matériau. Et on voit qu'à travers ces outils, toutes les questions qu'on se posait sur la réglementation, sur des questions de prévention, pollution, ça joue aussi un rôle important. Tout ce qu'on voit apparaître aussi sur des projets, notamment sur la démolition durable, c'est quoi démolir et comment mettre en place une stratégie de démolition durable, joue un rôle important. À côté de ça, on voit bien sûr les obligations et on peut considérer que des exemples comme tout ce qui est responsabilité élargie du producteur vont jouer un rôle important dans la manière d'aller ou non vers ces biomatériaux. Alors, j'aimerais juste illustrer mes propos. Je vais prendre 3 exemples pour ne pas être très long. Il me reste quoi, à peu près 5-10 minutes, Sofiane? 10 minutes, oui. D'accord. Donc voilà, je voudrais prendre peut-être 3 exemples pour bien comprendre justement quels sont les enjeux, qu'est-ce que ça pose comme question aujourd'hui et finalement comment on évolue dans l'économie circulaire. La première notion, elle ne vous aura pas échappé, c'est que il n'y a pas d'économie circulaire sans réglementation. Et aujourd'hui, l'Europe, bien sûr, fait pression sur le BTP pour qu'il puisse intégrer effectivement un grand nombre de débats stratégiques,
notamment sur les biomatériaux, mais également sur comment on gère la qualité des matériaux, comment on gère le déchet de son extraction, puisque c'est quand même une matière première, jusqu'à son recyclage. Quels sont les traitements potentiels? Qu'est-ce qu'on définit comme durabilité? Parce que c'est un mot que j'ai utilisé, mais pour l'instant, ce n'est pas forcément facile sur une chaîne de valeur de tout définir en termes de durabilité. Donc, on voit bien que la réglementation évolue, mais en même temps, il y a plein de questions qui se posent. Pour moi, il y a un débat très important sur la logistique du déchet. On sait tous que quand on démolit un immeuble ou quand on démolit n'importe quelle surface, il y a un déchet qui est important, c'est la terre. Et on sait qu'aujourd'hui, dans les déchetteries, c'est un véritable problème, puisque aujourd'hui, c'est très simple, hein, vous démolissez, vous avez la terre qui vous reste, c'est des gens qui viennent et qui vont vous l'acheter à un prix donné en fonction de ce qu'ils comptent faire. Donc, il n'y a pas aujourd'hui une véritable prise en compte du déchet de terre dans l'acte de démolition. Et ça va être un enjeu important quand on parle de pollution des terrains, quand on parle de reconstruction urbaine, puisque très souvent, on démolit pour reconstruire. Donc, on voit bien ici la qualification du déchet. Je dirais que si on prend tous les secteurs, le BTP pose le plus de problèmes sur la définition des types de déchets. Hein, c'est là qu'il faut être très rigoureux sur qu'est-ce qu'on attend de la filière et comment le matériau biosourcé peut répondre effectivement aux définitions du déchet. Donc ça, c'est un premier élément qui nous dit, finalement, on est tributaire de la réglementation, tributaire effectivement de l'évolution aujourd'hui des lois européennes, et donc finalement de la répercussion dans différents pays, avec des pays qui font plus que d'autres. Hein. C'est ça aussi, hein. On n'a pas les mêmes stratégies nationales sur les effets qu'on veut intégrer au niveau de cette réglementation. Deuxième point qui peut être intéressant, c'est j'évoquais les symbioses. À mon avis, c'est ce qu'il faudrait faire sur les matériaux biosourcés. C'est peut-être la stratégie la plus pertinente à l'échelle territoriale. L'idéal est simple, hein, c'est de mettre ensemble plusieurs industries pour développer des bénéfices mutuels, environnementaux et économiques. Et donc, le déchet d'une industrie devient finalement la ressource d'une autre industrie. Alors, pourquoi c'est important? On a beaucoup de cas de figure. La plus connue, c'est celle de Kalundborg, au Danemark, où on voit qu'on est capable de réunir une centrale de production d'électricité, une centrale qui produit du pétrole, celle qui distribue de l'eau, celle qui retraite les sols pollués. Et donc, les symbioses ont un intérêt, c'est que sur un territoire très localisé, ils permettent d'aller chercher finalement les compétences souhaitées de l'extraction jusqu'au recyclage. Et je reviens sur cette question, hein, ce grand débat sur relocaliser les chaînes de valeur. La Covid l'a bien montré, hein. Aujourd'hui, il y a un besoin de relocaliser, mais on sait que ça peut coûter extrêmement cher. On n'a pas les mêmes législations. Hein. Je débat toujours avec mes collègues du Canada, mais eux me disent, nous, on n'a pas de souci, on enfuit. Ça coûte pas cher. Et donc, il n'y a pas d'incinérateur au Canada, ou très, très peu, hein, puisque ça coûte très, très peu cher d'enfuir le déchet. Donc, il a fallu un travail de législation et de partenariat pour pouvoir réfléchir là-dessus. Bon, c'est ce cas qu'on a aujourd'hui sur les territoires. Comment développer des chaînes de valeur en relocalisant, en trouvant des acteurs qui vont répondre finalement à ces questions. Je prendrai l'exemple du chanvre, hein, pour montrer tout à l'heure, mais il a vraiment une pertinence à ce niveau. Et donc, les symbioses, c'est trouver une collaboration pertinente entre plusieurs acteurs. Je dis bien collaboration pertinente, ce n'est pas l'idée de sous-traitance, il n'y a pas donneur d'ordre ici, hein, c'est chacun qui apporte véritablement ses compétences pour valoriser au mieux le matériau biosourcé sur un territoire. Et donc, on a plein d'exemples. J'ai mis ici Kalundborg, mais en dessous, vous avez l'exemple typique de Dunkerque. Hein, ceux qui connaissent bien le lieu, Dunkerque, c'est Arcelor, hein, ArcelorMittal, donc la sidérurgie. Et on voit que le BTP s'est immiscé, hein, effectivement, dans ce microcosme de symbiotique, puisqu'effectivement, les armatures en acier jouent un rôle important dans le bâtiment. Et donc, on a pu travailler sur ce qu'était un déchet, finalement, dans une fonderie, dans une sidérurgie, et de voir comment adapter le déchet des sidérurgistes au BTP, de voir comment réutiliser. Donc, les symbioses sont intéressantes parce qu'elles permettent de contractualiser au fur et à mesure des besoins. Donc, on n'a pas besoin de construire toute la chaîne de valeur, on la construit au fur et à mesure. Et à mon avis, c'est la bonne stratégie, mais encore une fois, il faut beaucoup de temps, beaucoup de collaboration, beaucoup de confiance finalement dans ce que l'on construit. Alors, l'exemple qu'on pourrait prendre aujourd'hui, qui me paraît moi très pertinent, c'est le chanvre, à plusieurs exemples. Hein. On voit bien toute la difficulté d'intégrer un matériau biosourcé aujourd'hui dans un cas qui serait le BTP. Pourquoi? Parce que le chanvre doit être produit, donc il y a forcément des conditions agricoles qui sont extrêmement fortes.
Ça veut dire aussi que le chanvre rentre en concurrence avec d'autres cultures qui ont peut-être des prix plus intéressants. Et donc, forcément, il n'y a pas uniquement que les caractéristiques intrinsèques du produit, chanvre pour le bâtiment, il y a la pertinence pour un exploitant de produire du chanvre. Et on voit qu'aujourd'hui, à part certains territoires, le chanvre a du mal vraiment à s'implanter sur des territoires qui pourraient être utilisés comme des lieux d'expérimentation pour le BTP. Donc, première idée, c'est qu'il faut une filière qui se construise. Et donc, on voit l'idée, hein, il faut des semences automatiquement, il faut une production, il faut une transformation, il faut une valorisation à ce niveau-là. Je dirais que s'il n'y a pas de valorisation, on ne peut pas espérer que le chanvre rentre dans le BTP. Donc, il faut déjà stabiliser, il faut rendre mature ce marché. On voit que ce n'est pas non plus suffisant parce que si on géolocalise, par exemple, les productions de chanvre, on s'aperçoit que sur un territoire, on va avoir des exploitations qui vont en faire, mais juste pour diversifier. Elles ne vont pas en faire plus. Donc, la difficulté, c'est d'avoir les quantités suffisantes pour pouvoir avoir un marché qui puisse capter finalement l'aval, autrement dit l'industrie. Je vous ai mis à droite les points de géolocalisation d'exploitants agricoles autour de Clermont-Ferrand. Si on regarde bien aujourd'hui, le chanvre a remonté dans l'Allier et de moins en moins produit sur le territoire du Puy-de-Dôme. Ce qui voudrait dire que, il faudra penser par rapport à un biomatériau, comment, au niveau localisation, il se déplace. Car n'oubliez pas qu'un produit agricole a cette capacité à se déplacer sur un territoire. Donc, ça peut remettre en cause toute la chaîne de valeur qu'on peut avoir. Et je pense qu'il y a un élément important, c'est que dans les secteurs qui se côtoient, le secteur agricole est un secteur de première transformation, pas de seconde, de troisième transformation. Ça veut dire que de nouveaux acteurs vont s'empiler sur la chaîne de valeur. À partir de la deuxième transformation, ça veut dire que déjà, le chanvre, il est passé en fibre, il est passé en granulat, il passe en béton chanvre, et puis il va passer peut-être dans les matériaux, dans les tissus, peut-être également dans les pièces plastiques. Ça veut dire qu'on voit bien, quand j'évoquais ouvrir les boucles, comment on doit ouvrir une boucle sur un matériau biosourcé. On ne peut pas rester sur un secteur, on ne peut pas rester sur une production. Et c'est ça la grosse difficulté qu'on a sur d'autres types de matériaux. Il faut être capable, dans toutes les transformations secondaires, tertiaires, quaternaires, d'avoir des acteurs qui vont finalement jouer un rôle important et positionner le marché. Et on voit que si on regarde aujourd'hui les caractéristiques du chanvre, on pourrait dire il a tout pour être un bon matériau biosourcé dans le bâtiment, mais il doit remplir cette phase successive de consolidation des chaînes de valeur. Et ça, c'est vraiment un élément qui, à mon sens, doit être mis en avant. Alors, je finirai sur une dernière chose. À Clermont-Ferrand, on a la chance d'avoir beaucoup de gens qui travaillent sur ces matériaux biosourcés, et c'est une très bonne chose, et beaucoup d'expérimentation. Nous, on va inaugurer dans 2 mois un observatoire de l'économie circulaire qui se situera à Polytech. Et sa vocation, ça va être justement d'accompagner un grand nombre de secteurs sur ces questions, non pas uniquement de recyclage, mais d'éco-conception. Par exemple, on travaille sur un projet qui s'appelle White Cycle avec Michelin, où on réintègre du textile dans les pneumatiques, puisque vous savez que le principal déchet, ce n'est pas l'alimentation, hein, c'est le textile. On a des tonnes de textile et 75% du textile est exporté, hein, on ne le consomme pas sur place. Et on ne sait pas où il va parce qu'une fois qu'il est parti, il arrive dans des conteneurs à Dubaï, il arrive en Belgique. Donc, il y a vraiment une volonté de réintégrer le textile quelque part. Et il y a un débouché, c'est ce qu'on appelle le PET. Vous savez, ces textiles qui viennent des doudounes, qui viennent des combinaisons de ski. Donc, c'est du pétrole, un dérivé du pétrole qu'on va réinjecter en pneumatique. Donc, Michelin a le souhait de réintégrer ces matériaux textiles dans le pneumatique. Et l'idée qu'on a aujourd'hui, c'est que ces exemples de type de recyclage ouvrent effectivement une voie royale pour l'économie circulaire, puisqu'on réfléchit bien sûr sur ces questions. Et donc, on a un projet, nous, qui s'appelle IATB Loop, qui est une toile numérique. Alors, je vous ai montré un exemple ici. Pour ceux qui connaissent peut-être, il y a la toile industrielle de Dunkerque qui existe par les possibiliseurs. Et là, on a signé une convention avec eux pour développer donc sur, non pas le territoire clermontois, ça va être un exemple d'expérimentation, mais une toile numérique du déchet. L'idée, c'est de savoir aujourd'hui quels sont tous les déchets qui rentrent sur un territoire, de voir leur valorisation, de voir également leur éco-conception à la base dans les cycles de vie. Et vous avez un exemple de toile numérique où on rentre tous les acteurs qui sont géolocalisés avec leurs caractéristiques, avec les flux qui rentrent et qui sortent, pour savoir qu'est-ce qui reconnecte un acteur à un autre. Et l'idée, c'est de pouvoir simuler un petit peu des scénarios de gestion du déchet. Alors, l'intérêt sur les biomatériaux, c'est de savoir ce que peuvent remplacer
ces biomatériaux comme autres matériaux qui existent aujourd'hui, et de voir quels sont les acteurs qui sont localisés ou pas sur un territoire, à qui on doit faire appel. Donc voilà, une toile numérique, c'est un captage de données extrêmement important, et ensuite on marche par des requêtes, puisque par exemple, on peut travailler sur la sobriété énergétique, on peut travailler sur le cycle de vie, donc c'est sortir de la toile numérique des requêtes particulières qu'une partie prenante souhaiterait. Donc si une société se dit, bah, tiens, moi je voudrais réduire mon bilan énergétique, on pourrait travailler avec le biomatériau sur tous les partenaires capables de le faire sur un territoire, et puis surtout sur les besoins qu'on aurait dans la comptabilisation des flux. Donc voilà, c'est un exemple de choses qu'on voudrait aujourd'hui mettre en avant. Donc c'est un projet qui a commencé depuis maintenant début septembre. Et l'idée, c'est d'avoir une première toile des déchets pour le mois de juin 2023, donc une toile test. Et après, bah, si on arrive à la tester dans le cadre de Clermont Métropole, puisqu'on a une convention avec la ville pour le faire, bah, on voudrait pouvoir élargir ceci et puis étendre la toile. Vous comprenez qu'elle est géolocalisée. Donc, l'idée, c'est d'avoir une toile territoriale et ensuite d'aller plus loin pour voir finalement ce qu'on peut intégrer ou non comme partie prenante dans cette toile. Merci Arnaud. Merci. 10 heures pile.